c'est Jules Alain Mathieu. Je suis dans la quarantaine et c'est un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec Franz sur la question du racisme. Moi, je suis né ici, j'ai grandi ici et c'est intéressant de pouvoir avoir un échange avec quelqu'un qui est arrivé ici il y a beaucoup plus longtemps et qui a peut-être une autre expérience. Bon, alors, mon nom c'est Franz Voltaire. Je suis arrivé pour la première fois au Québec en 1958. J'avais 10 ans. En fait, on est venu voir une tante, on était à New York et j'ai passé un mois au Québec. Alors, le Québec de cette époque est un Québec catholique, c'est le Québec de Duplessis, c'est un Québec où on voyait partout des prêtres, des bonnes sœurs, et ma tante qui était très bigote nous a fait faire le tour depuis l'oratoire Saint-Joseph jusqu'à le Cap de la Madeleine, Notre-Dame-du-Cap et Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc j'ai fait un peu le tour de ce Québec catholique. Et à l'époque, quand on parlait des femmes voilées, c'était surtout les bonnes sœurs qui étaient voilées. Et ça se voyait un peu partout. C'était une société très traditionnelle. Certes, en 1958, il y avait très peu d'Haïtiens, quelques dizaines, qui étaient plutôt des étudiants ou quelques professionnels. Et là, on en a vu une famille haïtienne, quelqu'un qui était venu au Québec, qui s'était marié à une Québécoise, qui était restée. Et en fait, la grande majorité de la population noire vivait dans le quartier de la Petite Bourgogne. La plupart de ceux qui vivaient au Québec, comme des afro-descendants, étaient des anglophones qui vivaient dans la Petite Bourgogne. Le reste, c'était quelques professionnels haïtiens qui avaient commencé à venir au Québec dans les années 30. Donc, en fait, il y avait une discrimination de fait. Les Noirs occupaient très peu de postes. C'était une communauté qui avait toujours vécu au Québec, mais qui était maintenue à l'écart. Derrière, comme on dit, le track, derrière la ligne du chemin de fer, beaucoup d'entre eux devaient travailler comme Red Cap ou comme dans les wagons de chemin de fer. Ils jouaient un rôle important parce qu'ils permettaient que les différentes petites communautés noires du Canada et des États-Unis pouvaient avoir des nouvelles l'une de l'autre. Ils portaient dans leur travail des revendications pour l'égalité, il y avait un syndicat, et surtout, c'était ceux qui apportaient des nouvelles aux autres. Parce qu'ils étaient ceux qui permettaient à des communautés des États-Unis, du Canada. Il y avait encore beaucoup de musiciens noirs, mais il semble, je n'ai pas vécu cette période, qu'ils avaient été surtout présents pendant les périodes de la Prohibition et pendant la Seconde Guerre mondiale, où il y avait tous ces clubs, le Red Light, qui étaient opérants. On va voir ici aussi se développer des grands musiciens comme Oscar Peterson, comme aussi Oliver Jones. Donc, moi, ce que j'ai vu en termes de vécu, c'est qu'on était toujours perçus, la plupart des Noirs, même ceux qui étaient nés depuis des générations ici, étaient des descendants de Noirs, étaient vus comme s'ils ne faisaient pas partie de cette société. Ils se restaient dans leur coin à Montréal. Tu vois, justement, là, on parle de racisme, on parle de la communauté qu'il y avait dans la Petite Bourgogne. C'est quelque chose de mythique. Qu'est-ce que ça représentait justement au niveau culturel dans toute l'Amérique du Nord et puis aussi avec la Prohibition. Est-ce que ça, ce serait pas... Il y en a qui disent que quand il y a eu la construction de cette autoroute et puis la destruction de cette communauté-là, c'est pas un hasard. Ça ressemble à ce qu'ils ont fait quelque part dans les Maritimes aussi. Avec Afriqueville. Avec Afriqueville, oui. Est-ce que c'est pour toi un signe concret et évident de racisme? Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Je ne dirais pas que c'est simplement un signe de racisme. Parce qu'il y a eu le même problème avec ce qu'on appelle le faubourg Amlas. Quand des pauvres Canadiens français ou des gens qui vivaient dans le faubourg a été pratiquement détruit pour faire place à Radio-Canada. Bon, moi je crois qu'effectivement, comme
il y a certes du racisme, il y avait une vision de la ville aussi. Mais en fait, ces communautés n'étaient pas ce qu'on peut appeler, n'étaient pas présentes parce qu'on les avait marginalisées depuis des générations. Maintenant, elles vont devenir présentes parce qu'il y a une première immigration haïtienne qui arrive avec la dictature des Duvalier. Et là, il y a effectivement quelques milliers de gens qui vont arriver entre 1958 et les années 70. Là se forme et se tisse une communauté haïtienne qui va être confrontée, en s'intégrant au Québec, à des résistances des fois. Il y aura eu certainement des choses qui se sont bien passées, mais on va être confronté au fait que cette présence, surtout qui va s'accentuer après 70 avec une immigration plus populaire. Et là, il va y avoir, je dirais, la montée de tensions raciales. Moi, j'ai vécu à partir des années 73, on va voir par exemple toute la question du racisme dans le taxi, on va voir la question de la discrimination dans le logement qui font que quand les gens parlent, ils disent « Ah oui, mais les gens sont allés dans un... » Non, les gens sont allés dans des endroits où on leur faisait payer des fois plus cher, des logements qui n'étaient pas très salubres, et les gens devaient trouver quelque part, nous sommes quand même dans un pays d'hiver, et les gens devaient trouver où s'abriter. Donc il y a peu à peu, je dirais, ce face-à-face, et qui se traduit dans le logement, mais qui se traduit à l'école. Parce que, brusquement, il y a un nombre d'enfants qui vont aller dans les écoles et qui sont soumis à des formes de répression. De répression, je parle, on leur rappelle qu'ils ne sont pas tout à fait d'ici, qu'ils ne parlent pas tout à fait comme les gens. Donc, il y a toute cette adaptation au programme. Il y a des chocs culturels entre une façon de faire au Québec et les façons de faire en Haïti. Il y a des fois des populations qui étaient plus créolophones et donc on les considérait comme francophones alors qu'elles étaient créolophones. Donc on disait ces enfants-là ont un problème. Donc c'est un processus d'adaptation qui implique des chocs qu'on le voit dans les années 73, 76, on va le voir dans les années 80. Dans les années 80, on voit même l'émergence d'un Ku Klux Klan au Québec qui ne durera pas longtemps. Mais on voit déjà réaction de suprémacistes parce qu'il y a une partie de la population québécoise qui va se définir comme blanche. Or, se définissant comme blanc, ça s'oppose pour eux aux noirs. Donc parce que il y a et donc on voit des tensions avec la police, on voit des tensions dans les écoles, donc tout cela devient visible dans le taxi, toute la tension avec les chauffeurs de taxi haïtiens. Donc c'est là qu'on a commencé à réfléchir sur comment mettre en place des organismes pour traiter ces différentes questions. Donc, nous, on s'est dit qu'il fallait documenter notre présence ici, il fallait documenter ces problèmes. D'autres organismes comme le CRA avaient pris une initiative, je dirais, de judiciariser et donc de s'intéresser aux cas de discrimination pour les emmener devant les tribunaux pour pouvoir, à la commission des droits de la personne et de la jeunesse. Donc, ces problèmes-là qui n'étaient pas visibles vont devenir dans les années 80 de plus en plus visibles. Parce qu'en même temps, cette communauté va commencer à s'affirmer et à affirmer sa présence au Québec, donc à ne pas accepter, comme peut-être ceux auparavant qui disaient, bon, on est ici provisoirement. À partir des années 80, on sait qu'on est ici pour rester. Nous avons des enfants qui vont grandir ici, et à partir de ce moment,
ces problèmes, on doit les confronter ici et non pas dire, bon, écoutez, je ne suis pas chez moi. Là, nous sommes chez nous. On n'est pas des invités seulement, on est ici, et puis il y a une raison pourquoi on est venu aussi, et pourquoi ils avaient besoin de nous. Et puis ça, moi c'est ça que je trouve, parce que je me rappelle, je suis né en 79, et puis l'évolution des choses, et puis qu'est-ce que nos parents nous disaient pour qu'on évite certains problèmes. Et puis, c'est comme si tu étais un invité, mais en réalité, c'est une mentalité qui nous nuit de se voir comme invité parce que on paye des taxes, on est citoyen, et puis en plus, on vient jouer un rôle dans l'économie. Il y a une raison aussi pourquoi ils ont besoin d'immigrants pour faire certains jobs que eux veulent pas faire. Oui, non, mais pas seulement pour certains jobs qu'ils ne veulent pas faire. Il y avait le besoin de combler un certain nombre de postes. Nous étions les premiers groupes qui arrivent en pleine révolution tranquille. Donc, ils sont enseignants, ils trouvent du travail, ils sont médecins, ils sont infirmières. Donc, ce sont des gens qui font un travail extrêmement important. La particularité de l'immigration haïtienne, c'est qu'elle vient aussi avec ses propres intellectuels, elle vient aussi avec, parce qu'il y a une dictature en Haïti, contrairement à d'autres pays de la Caraïbe, où des enseignants universitaires, des intellectuels, des écrivains accompagnent ce processus de migration. Donc, elle développe la capacité de répondre. Elle va créer des maisons d'édition, elle va créer des revues, elle débat de ces problèmes. Et donc, à partir des années 80, et surtout, je dirais à partir de la chute de Duvalier, en 86, où certains vont revenir en Haïti, mais le reste s'installe ici. Alors à partir de ce moment, on est dans une autre dynamique. On est dans une dynamique d'affirmation de notre présence ici. Et en même temps, on voit que se développe aussi, je dirais, face à l'immigration, pas seulement haïtienne, africaine, caribéenne, anglophone, mais aussi musulmane. Donc, et on voit que une droite au Québec va définir que le problème c'est l'immigration. On la voit encore quand même. Et donc, elle est face à ce qu'elle pense, à ce qu'elle voit dans sa définition qui serait le remplacement. Qu'il y aurait comme quoi un complot et au vieux débat canadien-anglais, canadien-français, on superimpose maintenant l'immigration. Et qu'on voit comme un complot pour certains qui veulent développer une majorité qui ne serait plus canadienne-française. Évidemment, ça va... Bon, alors que la majorité d'origine canadienne-française, ou qui s'affirme encore comme canadienne-française, ça fait plus de 80% de la population. Hein. Donc, mais il y a un discours qui après se déplace vers Montréal, comme quoi Montréal serait un peu le cheval de Troie qu'Ottawa veut introduire pour réduire le nationalisme canadien, québécois. Pourtant, l'immigration qui vient, les gens qui viennent d'Haïti sont francophones, il y a plusieurs communautés maghrébines. Alors l'immigration, c'est comme un non-sens de dire parce que on amène plusieurs francophones. Alors c'est comme un peu un non-sens, mais ça me permet aussi d'adresser la complexité de la langue, justement, quand on parle du racisme au Québec. Parce que, personnellement, quand j'ai vu le film de Rocket, j'ai compris, ça m'a permis de mieux comprendre la mentalité du Québécois par rapport à ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce que Maurice Richard représentait pour eux par rapport aux Anglais. Mon père aime parler du fait que les Québécois se plaignent d'être opprimés par l'anglais, mais en réalité, c'est beaucoup plus l'Église qui mettait des conditions, qui faisait en sorte que les conditions des Québécois étaient pas les meilleures. Alors, on parle de anglais, français, Église, arrivée d'Haïtiens. Comme c'est complexe là tout ce qui se passe, mais je vais te laisser la parole avec ça. Mais par contre, pour nous, on a toujours eu l'impression qu'il y avait plus de place dans les communautés anglophones pour montrer nos compétences et avancer versus le Québécois qui semble vouloir toujours protéger des choses pour lui et puis qui a peur de voir d'autres personnes venir prendre sa place. C'est un héritage de l'Église catholique. Et en ce sens, il a peut-être raison, ton père, parce que, rappelons-nous,
François-Xavier Garneau, qui dans l'histoire du Canada parlait que le Canada n'avait pas connu l'esclavage. Le chanoine Gou, qui était le grand porteur de ce nationalisme québécois traditionnel qui parlait de la race canadienne-française, comme si il y avait une sorte de race pure canadienne-française que les Anglais voulaient réduire. C'est inspiré de Hitler, ça? Non, il voulait dire que les Anglais voulaient réduire ça. Donc, c'était pas inspiré. Je ne dirais pas cela, je dirais plutôt il y a une volonté, et c'est le problème d'un groupe qui lui-même est dominé économiquement à l'époque, qui lui-même était un groupe qui partait en émigration, parce qu'il partait aux États-Unis, et les Québécois, c'est eux qui émigraient. Mais de voir aussi qu'avec l'immigration, c'est la métropole de la province, pour elle, devient un territoire de plus en plus comme quoi étranger. Donc il y a une sorte de perception d'un Québec avec la Révolution tranquille, qui ne peut plus être un Québec catholique, qui est un Québec ouvert sur la modernité, mais en même temps, que l'ouverture et les transformations impliquent des changements économiques. Donc, et en même temps, c'est une sorte de contradiction que la rupture avec le catholicisme implique aussi des ruptures. Les femmes ne sont plus des pondeuses, les femmes ne sont plus des femmes soumises au contrôle de l'Église, les femmes se sont émancipées. Donc le taux de natalité a changé au Québec. En même temps, le développement économique implique la nécessité d'une main-d'œuvre de plus en plus importante. Cette main-d'œuvre ne vient pas de France, cette main-d'œuvre ne vient pas d'Europe, elle vient de plus en plus d'Afrique, des Caraïbes, de l'Amérique latine et du Maghreb. Maintenant, cette main-d'œuvre qui vient du Maghreb qualifiée, cette main-d'œuvre qui vient d'Haïti, cette main-d'œuvre qui vient d'Afrique francophone, eh bien, normalement, il y aurait un narratif pour l'intégrer. Or, elle est racialisée. Elle est vue comme extérieure. Alors la langue n'est pas l'enjeu. Parce que tous ceux qui venons de ces régions, nous maîtrisons le français ou nous parlons français. Donc ce ne devrait pas être un problème. Donc ce n'est pas simplement un enjeu de langue. Il y a aussi une racialisation des rapports. Donc on va tous vivre cette situation. Et je ne sais pas, je pense que par exemple, il y a eu des musulmans au Québec avant l'arrivée des Maghrébins. Le problème, c'est qu'ils étaient pakistanais, indo-pakistanais, égyptiens, ils étaient anglophones. Donc, ils étaient invisibles pour les Québécois. C'est paradoxalement l'arrivée des Maghrébins qui va pousser une partie des élites québécoises à reprendre les discours en France et essayer de l'appliquer mécaniquement au Québec. Par exemple, tous les débats sur le voile. Donc, on voit aussi donc cet aspect particulier on dit, ok, c'est le problème de l'anglicisation. Mais la communauté haïtienne n'est pas anglicisée. Elle est de plus en plus d'ailleurs. Même ceux qui étaient créolophones, c'est le français qui va devenir la langue de communication pour eux. Or, cet enjeu sur la langue ne concernerait pas ni les Maghrébins, ni les Haïtiens, ni les Africains francophones. Or, on pose là comme un problème leur présence. Donc on voit toutes les contradictions. Comme on le vit aussi dans la police, par exemple. Moi en 73, quand j'arrive ici, je vois que par exemple, mon cousin en 64 sera le premier policier noir. Eh bien, lui aussi, il aura des plaintes à porter parce qu'on aura tenté de manipuler son dossier, on aura tenté de faire obstacle, alors qu'il était le seul. Et lui, il a compris peut-être qu'il fallait à la fois dénoncer certaines choses et certaines pratiques dans la police, mais qu'il fallait rester au sein de la police pour ouvrir la voie à d'autres. On l'a vu aussi dans beaucoup
de là où il fallait s'adapter à des changements. Parce que c'est comme si des obstacles apparaissaient alors que, bon, lui, il était venu pratiquement en fin d'adolescence au Québec. Alors, on voit que les gens qui sont nés ici, dans les années 80, comme toi, vont affronter d'autres types d'obstacles que n'ont pas eu peut-être leurs grands-parents qui étaient venus entre les années 30 et les années 60. Donc, il y a tous ces problèmes qui se posent, et puis nous vivons dans une société en pleine transformation. Montréal devient une ville de plus en plus diversifiée et cosmopolite. Et c'est comme si, on le voit dans leurs écrits, les gens voient, eh ben, Montréal change, et paniquent, comme si c'était la fin du monde, et puis comme si toute société n'était pas ouverte au changement. Et des fois, on se pose la question aussi, je me rappelle, c'était dans le débat à Vue d'Afrique, où les gens disaient, mais enfin, si on pose la question de la langue, les Québécois devraient se rendre compte que l'avenir de la langue française, elle sera en Afrique ou elle ne sera pas. Donc, il aurait fallu ouvrir cela. Mais on voit des réticences, on voit des réticences, et puis il y a ce racisme que je dis, qu'ils ne veulent pas voir de racisme systémique. Le racisme systémique, c'est pas, comme on dit, le racisme ordinaire, ce n'est pas des préjugés, c'est des formes de fonctionnement à l'intérieur des institutions. Et qui voient par exemple que, bon ben, ceux qui sont définis comme des étrangers, on peut tolérer un individu, mais là, on ne veut pas de changement réel au sein des institutions, comme si c'était des fortifications de défense. Alors, je pense qu'il faut abandonner ce qu'on appelle le complexe d'Astérix, c'est-à-dire le village gaulois qui va se protéger, et penser que il faut changer de récit, un récit intégrateur beaucoup plus qu'un récit exclusif. Or, on fonctionne encore avec une pensée racialisée, inspirée de la pensée dominante en Europe et aux États-Unis. Et le Québécois qui se définissait peut-être comme Canadien-Français, aujourd'hui, une partie est en train de se définir comme blanc. Ce qui implique l'existence du noir comme l'autre, l'existence du musulman comme l'autre. Puisqu'il ne peut plus se définir comme Canadien-Français catholique, sa définition passe à ce qu'il est québécois mais blanc. Mais tu vois, on a passé à travers le temps, en disant on regarde maintenant le type de leader qu'on a. Notre premier ministre refuse de reconnaître le racisme systémique. Pour moi, quand il fait ça, c'est tellement un manque de courage, parce qu'il avait l'opportunité de retirer l'odieux du racisme aux individus, et puis il préfère dire, à mon avis, il préfère faire un calcul politique de dire ma base électorale n'a pas envie de m'entendre dire ça, j'y vais pas. Pourtant, le racisme systémique a un impact sur moi comme noir, comment je regarde l'autre noir. Tu comprends? Et puis là, tu parlais de Montréal. La carte électorale est claire, là. Tout ce qui est rouge est dans le Grand Montréal. Tout le reste du Québec est bleu. Est-ce que tu vois où je vais avec ça là, par rapport à la position de François Legault, à dire non, je vais aller contre vent et marée pour dire que ça n'existe pas parce que je fais un calcul politique? Oui, malgré chaque fois qu'on est confronté à des problèmes comme l'affaire Camara, ou comme d'autres incidents, moi je peux en citer plein que j'ai vécu ou j'ai assisté depuis les années 80, et en n'abordant pas de front le problème. Donc on refuse de le résoudre, parce qu'en fait le courage politique, c'est aussi le courage pour une société de reconnaître qu'il y a une part d'ombre dans son histoire, et qu'il va falloir aborder ça peut-être courageusement, pour éliminer, je dirais, ce qui est une conséquence de la conquête et de la colonisation des Amériques depuis 1492, plus récemment peut-être 400 ans, un peu plus au Québec qu'aux États-Unis, qui sont
300 et quelques années, c'est-à-dire en fait, il va falloir questionner des formes qui ont existé dans ces sociétés américaines du nord au sud. Et le racisme est une forme qui est enracinée dans une pensée, dans des pratiques qui voient toujours avec les stéréotypes, par exemple, pour la police, le noir comme un délinquant, on le définit à partir d'un certain nombre de préjugés. Or, les Québécois, qui eux-mêmes avaient été confrontés à ces préjugés, c'est-à-dire, je me rappelle ce poème de Michel Lalonde qui disait « Speak White », ou une chanson de Gilles Vigneault, ou une chanson de Gilles Vigneault qui parlait des rapports entre autochtones et québécois. Il va falloir que l'on aborde la question du racisme, comment ce racisme est enraciné dans les institutions, et ce, jusqu'à tout récemment, c'est-à-dire les pensionnats pour assimiler les autochtones, c'était tout récent. Il y a un rapport très étroit entre ce racisme qui touche les autochtones et le racisme qui touche, je dirais, les Noirs, tous ces Africains transplantés et qu'on a tous définis comme noirs, donc taillables et corvéables, qui devaient rester à leur place. Donc je crois que nos sociétés, face aux enjeux futurs, changement climatique, face aux enjeux, je dirais, de pandémie, et on voit les effets inégaux sur certaines populations, eh bien il va falloir aujourd'hui savoir que nous sommes tous sur le même bateau. Donc, et je crois, pour revenir aussi au débat, qu'il est important que ces conversations aient lieu, non seulement avec la société globale, mais entre nous. Qu'il y ait une conversation transgénérationnelle. Mais tu vois, c'est parfait parce que ça fait le lien avec la raison pourquoi nous on est ici et on collabore avec toi. Moi je suis plus intéressé à m'adresser à notre communauté. Black Lives Matter, moi je suis pas un fan, ok? Mais je pense que c'est bien pour les autres. C'est bien que d'autres gens s'impliquent et réalisent que Black Lives Matter. Mais moi je suis intéressé à parler avec notre communauté pour que nous on amène des solutions, parce que nous aussi il y a des comportements qu'on a qui font en sorte que on reste dans une position où on subit certaines choses. Alors c'est ça, de dire entre nous, moi je trouve ça intéressant, je dis ben on veut se valoriser, on veut savoir qui on est, créer ces liens intergénérationnels là qui vont c'est toutes des choses qui vont nous aider à combattre ce phénomène-là et à nous mettre dans une bonne position. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus là-dessus? Oui, parce que moi je partirais, tu vois, qu'il y a quelqu'un qui disait, je pense c'était Wole Soyinka, que si les lions racontaient les histoires de chasse, ils les raconteraient différemment des chasseurs. Je crois qu'il est important que nous nous racontions nos propres histoires. Il est important que nous ouvrons nos débats entre nous. Il est important que nous racontons notre propre expérience. Et moi, mon intérêt a été toujours non seulement de nous raconter notre propre histoire et de nos traces ici, d'une histoire qui va peut-être maintenant vers 100 ans de présence haïtienne au Québec, mais aussi que nous préservions ce patrimoine pour le futur. Parce que pour nos enfants, pour nos petits-enfants, et que ce n'est pas dans 100 ans que quelqu'un dit, mais en fait nous étions ici aussi. Il va falloir que nous préservions cette présence, que nous racontions cette histoire. Et nous la raconter d'abord à nous-mêmes, et après la raconter à l'extérieur. Et pourquoi moi j'ai toujours préservé qu'il fallait toutes sortes de témoignages. Des fois, c'est le témoignage de quelqu'un qui a raconté sa trajectoire au Québec. C'est peut-être pas un livre extraordinaire, mais il laisse une petite trace. En document, comme tu dis. Voilà, c'est que dans 100 ans, dans 50 ans, si on peut sauver tous les témoignages possibles, un vieux passeport, une carte de visite, mais aussi, par exemple, tous les combats menés, ceux des chauffeurs de taxi contre le racisme, ceux qui ont été impliqués dans les débats sur le racisme durant la semaine d'action contre le racisme, ceux qui ont été impliqués, par exemple,
le docteur Daniel Gay, qui était prof à Laval, qui est mort, mais qui a laissé une brique monumentale sur l'histoire des Noirs au Québec. Donc il y a toute cette partie qui nous révèle notre propre histoire et qu'on ne s'attend pas à ce qu'elle soit simplement révélée par l'autre ou par les autres. Il nous reste un petit 2 minutes. Moi j'ai une théorie. Parce que le racisme commence à quelque part proche de 1492. J'imagine avec cette théorie-là des races et puis qu'on sépare les Africains, les Noirs, qu'on peut mettre en esclaves et tout. Moi j'aime voir, pour voir ça positivement, j'aime voir qu'on approche de quelque chose. Parce que si ça a pris 300 ans à descendre, si on prend de 1500 jusqu'à 1800, on va jusqu'à la période de 1791-1804, où ce que ça c'est le rock bottom comme on dit, et puis qu'après ça on commence à remonter, eh ben, ça veut dire qu'on est à peu près à 60, il reste à peu près 60 à 80 ans avant qu'on remonte complètement. Puis pour moi, l'étape où ce qu'on est, c'est que là présentement on parle des enjeux, on expose des choses, les autres communautés commencent à réaliser et à dénoncer l'injustice. Qu'est-ce que tu penses de cette théorie-là, où je me dis, bon, ben, les enfants de nos enfants vont vivre dans un autre monde parce que la courbe, là, le U, on est en train de remonter, puis on est en théorie à peu près à 60-70 ans là, de revenir à une normale. Bon, pour moi, la question, ça a toujours été un combat, dès le départ. Parce que dès le départ, ces hommes qu'on a esclavisés venus d'Afrique savaient qu'ils n'étaient pas nés esclaves. Ils savaient que l'esclavage était dû à l'usage de la violence, à l'usage violence psychologique, violence surtout physique, enchaînés, mis dans les fers. Bon, et ils n'ont jamais cessé de résister. Et c'est pourquoi je pense qu'on avait publié un livre qui s'appelle L'esclavage, une histoire de héros. C'est-à-dire celle où, dès le départ, mais dès sur les côtes d'Afrique, dès dans le bateau négrier, il y a des révoltes, il y a tous ceux qui questionnent cette volonté de faire des hommes et des femmes des biens meubles. Comme le disaient les codes noirs partout, que ce soit dans le monde hispanique, dans le monde francophone ou dans le monde anglophone. Donc, il y a eu des combats menés à des rythmes différents. Haïti, c'est le point de rupture, c'est-à-dire c'est celle où, pour reprendre le mot de Césaire, la négritude s'est mise debout pour la première fois. Pour reprendre aussi cette volonté d'affirmer l'unicité du genre humain, qu'il n'y avait pas d'esclaves. Le fait de pouvoir créer une société où tous les gens seraient égaux. Évidemment, c'est un combat, comme tu l'as souligné. Ce combat-là, il est permanent. Chaque génération a dû livrer son propre combat. Ceux qui ont livré le combat contre l'esclavage, ceux qui ont livré le combat plus tard pour la reconnaissance des droits, bien nous en sommes là aussi avec Black Lives Matter. C'est-à-dire cette lutte pour reconnaître que tous les êtres humains nous sommes égaux. Et aujourd'hui, cette lutte prend une dimension particulière parce que nous savons, avec la menace des changements climatiques, avec la menace des pandémies, que nos civilisations sont mortelles. Nous savons que si nous ne changeons pas nos façons de faire, si nous ne changeons pas notre rapport au monde, eh bien, nous risquons de nous retrouver de plus en plus dans des situations catastrophiques. Vous savez, c'est-à-dire, ça m'a frappé quand tu vois des pays comme l'Angleterre dirigés par des conservateurs dire, écoutez, il va falloir partager les vaccins. Et ce n'est pas de l'altruisme. Quand certains pays essaient d'accaparer des lots de vaccins et d'autres disent, attendez, il va falloir changer nos comportements. Parce que si nous privons les pays les plus pauvres de ces vaccins, eh bien, il peut y avoir des variantes qui sont beaucoup plus agressives, qui sont beaucoup plus... Est-ce que le capitalisme est capable d'intégrer ces mentalités-là? Est-ce qu'à ce moment-là, on va attaquer ça veut dire que ça va falloir adresser le capitalisme sauvage? Oui, mais je pense qu'il faut mettre fin au capitalisme sauvage. Il faut une intervention publique. On l'a vu. C'est-à-dire sans intervention publique
aujourd'hui, face à des pandémies, nous sommes impuissants. Il va falloir que, on l'a vu dans les pénuries de masques, on l'a vu. Aujourd'hui, je crois que nous savons tous que, par exemple, qu'il n'existe qu'une seule race humaine. Les progrès scientifiques nous révèlent que, bon, la différence entre les individus, et elle est insignifiante, c'est un taux de mélanine. Mais ça ne veut rien dire. Donc nous savons que si nous faisons partie d'une espèce qui a colonisé toute la Terre, et bien si comme espèce nous voulons survivre, qu'il va falloir peut-être abandonner non seulement toutes ces théories qui ne reposent sur rien, qu'il va falloir abandonner des pratiques et repenser, je dirais, notre action comme collective. C'est-à-dire qu'il n'y aura d'avenir que si nous tenons en compte que nous faisons tous partie, comme disent les astronautes quand ils voient cette petite planète, que nous faisons partie d'une espèce qui, si elle ne change pas ses comportements, eh bien, risque de conduire à des catastrophes qui vont être de plus en plus différentes. La pandémie doit nous apprendre au moins cela. Les catastrophes naturelles, ce sont, je dirais, des avertissements. Regardez la vague de froid au Texas. Regardez ce cyclone Maria à Porto Rico il y a quelques années. Regardez les éboulements partout dans le monde. C'est-à-dire, on est en face de changements qui nous menacent tous. L'Himalaya, l'Arctique est en train de fondre. Et la montée des eaux va avoir des conséquences sur les villes côtières. Donc, il y a des îles qui, dans l'océan Indien, risquent de disparaître. Nos économies sont, à cause des cours d'eau, sont souvent... Les grandes villes sont souvent entourées d'eau, ça veut dire c'est... Donc, il y a tous les risques que cela entraîne. Et donc, nous devons essayer d'aborder les problèmes collectivement. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que c'est là, mais il y a un problème qui se pose. Et le racisme, c'est un héritage historique de la colonisation des Amériques et de l'Afrique par les pays occidentaux, comme aussi il y a eu un racisme dans le monde arabo-musulman lié à la traite africaine. Donc il ne faut pas non plus. Donc ce sont des problèmes qui se posent et comme quelqu'un dit, et je finirai sur ça, qu'en fait, si nous voulons changer, eh bien, nous devons regarder peut-être du côté de l'Afrique, du côté des autochtones d'Amérique qui nous donnent une leçon comment traiter nos rapports avec la nature. Amen. Amen, mon frère. Ça c'est clair, le rapport avec la nature. Quand on parle de capitalisme sauvage. Il va rappeler-nous à l'ordre. Non, la nature te... Attends, c'est pas compliqué. Hein? La nature va te rappeler à l'ordre.